Donc voilà, c'est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel AgroConnect webinaire. Donc on va faire aujourd'hui un focus sur les betteraves et sur une problématique actuelle qui est le désherbage des betteraves. Donc échanger notamment sur les stratégies de désherbage à adopter sur ce printemps avec la disparition de nombreuses molécules chimiques. Alors pour cela, on a le plaisir d'accueillir Christian de FMC, que je laisserai se présenter par la suite, et puis donc Laurent Pinson, qui est notre expert responsable expérimentation au sein du pôle agroécologie. Donc pour le confort de tous, je vous invite à couper vos caméras et vos micros pendant l'exposé, et s'il y a des questions, n'hésitez pas dans la barre que vous avez en haut de l'écran à poser vos questions dans le petit icône conversation, ou sinon n'hésitez pas à lever la main, on fera des stops si besoin en fonction des questions qu'on pourra avoir. Donc voilà, je laisse tout de suite la parole à Christian et Laurent. Merci à vous deux. Bonjour à tous, donc vous me connaissez, Laurent Pinson, responsable d'expérimentation chez Agora, et je suis accompagné aujourd'hui de Christian Piecaz, donc de chez FMC, qui va déjà pour commencer par se présenter. Voilà. Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous par ce très beau temps. C'est du temps à semer des betteraves. Alors, certains d'entre vous sont au semis, mais pourront revoir certainement ce webinaire. Et nous allons effectivement parler du désherbage qui va arriver très très vite après les semis. Laurent. Donc, Christian, pour commencer, quels sont les principaux enjeux du désherbage de betterave? On va d'abord peut-être juste présenter l'entreprise dans laquelle je travaille. Voilà, juste si il veut bien. Non, ça ne veut pas. C'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, présentation donc courte de l'entreprise FMC pour que vous puissiez nous positionner dans le marché de la protection des cultures. Sachez que FMC, si vous ne connaissez pas encore cet acronyme, est une société qui est issue du rachat de la société Dupont que vous avez connue. Dupont qui a fusionné avec Dow en 2017 et les autorités européennes et mondiales ont obligé Dupont et Dow de vendre une partie de leur activité. Et c'est FMC Cheminova qui, en 2017, s'est rendu acquéreur des herbicides et des insecticides de Dupont. Donc, la société qui a été créée est dédiée 100% à la protection des cultures. Et la société FMC, aujourd'hui, se classe au 5e rang au niveau mondial, derrière les grands que sont BASF, Syngenta ou Bayer. Et pour vous donner un ordre d'idée du chiffre d'affaires de FMC au niveau mondial, c'est un peu plus de 5 milliards de dollars. FMC met sur le marché des produits conventionnels, c'est-à-dire des herbicides dont on a parlé tout à l'heure, mais également des insecticides et des fongicides, mais développe toute une gamme également de biostimulants et prépare une gamme de biocontrôle pour venir sur ce marché qui est demandeur de nouvelles solutions par la pression aujourd'hui sociétale qui s'exerce sur la protection des cultures, quoi qu'on en dise, qui demeurera indispensable à l'avenir. La société FMC comporte à peu près 6400 collaborateurs dans le monde, et ça sur une centaine de sites, alors des sites de recherche et puis des sites industriels sur lesquels on produit donc nos matières actives et nos spécialités pour que vous puissiez les utiliser. En France, nous sommes un nombre un peu plus réduit, nous sommes 162 collaborateurs et on se répartit à peu près à 60, 40, 60% dans une usine qui se situe à Uffholz et dans un centre de recherche qui se situe à Namsheim, et le reste des collaborateurs soit est en support au siège social qui est à Lyon ou est sur le terrain en direct avec nos distributeurs comme aujourd'hui avec Agora pour distribuer les produits en France. Voilà. Et puis sachez également, et ça c'est un point très très important, FMC est une société de recherche et 8% du chiffre d'affaires mondial est investi dans la R&D pour donc imaginer les produits de demain, qu'ils soient conventionnels ou qu'ils soient de biocontrôle. Voilà, c'est une somme très conséquente qui positionne FMC parmi les meilleurs en termes de pipeline pour l'avenir et notamment en termes d'herbicides. Et pour ma part, eh bien donc, je suis Christian Piecaz et je suis responsable technique au niveau national pour l'ensemble des cultures, des grandes cultures qui vont bien sûr des céréales jusqu'aux cultures industrielles comme la betterave. Donc, je vais être un peu vite. Donc, Christian, quels sont aujourd'hui les principaux enjeux de bien désherber ces betteraves?
Alors, c'est un point évidemment important et la culture de la betterave est particulièrement sensible à la concurrence des adventices. D'abord, pour limiter la nuisibilité des adventices sur la culture de betterave est très sensible à la nuisibilité, à la concurrence qu'exercent les adventices. On est en plein printemps, quand il pleut, quand il fait chaud, ça pousse dans tous les sens. Et donc ça, c'est le premier point. Sachez que par exemple, alors on a peu de données sur la nuisibilité, mais l'ITB a mesuré il y a quelques années la nuisibilité à travers les kénopodes. Et par exemple, un kénopode au mètre carré, qui ne représente pas quelque chose de très important, eh ben, ça induit une perte de 3,7 tonnes à l'hectare. Donc le désherbage des algues dans la parcelle est important pour limiter cette nuisibilité. Et deuxièmement, et ça c'est un point très important, vos betteraves sont collectées et sont repris dans les silos en bout de vos parcelles. Eh bien, c'est également favoriser les travaux de récolte d'une part, et puis limiter au maximum les adventices qui seraient présents dans le silo qui pourrait entraîner de la terre et des tartères et forcément des désagréments pour le sucrier. Ça, c'est un point important, c'est dans la culture et lors de la récolte et de l'enlèvement des betteraves en sucrerie. Ensuite, il est bien évident que le programme de désherbage, il doit se raisonner à partir d'un certain nombre de points. D'abord, et tu le sais très bien, Laurent, c'est identifier précisément les adventices qu'on va avoir dans sa parcelle au moment du désherbage. Et pour ça, ça sera de choisir les produits les plus efficaces sur les cibles que l'on aura identifiées et qu'on aura identifiées de façon précise. Éventuellement, avoir recours, et en betterave, c'est souvent le cas généralement, d'avoir recours à des mélanges avec les produits les plus adaptés. Et puis avec tout ça, eh bien, c'est d'adapter les doses en fonction d'une part du stade des adventices, mais également, et c'est très important, en fonction des conditions climatiques que vous allez rencontrer au moment de l'application. Et bien évidemment, pour que le désherbage soit parfait, eh bien, souvent en betterave, on a des levées échelonnées des différentes adventices. Eh bien, les applications, il faudra les renouveler, soit parce qu'on aura eu des contrôles partiels des applications, ou alors il y aura eu de nouvelles levées. Et bien évidemment, pour compléter ce désherbage chimique, de plus en plus, de nouvelles pratiques se développent avec du matériel de plus en plus performant pour intervenir mécaniquement pour compléter, pour finir un désherbage avant souvent la fermeture durable. Dans ton intervention, tu nous parles d'identifier précisément les adventices présents. Tu peux nous dire un peu quelles sont les adventices principales qu'on peut rencontrer dans nos parcelles, en Picardie? Alors, j'ai regardé exactement en Picardie, puisqu'on a des panels qui nous permettent, et peut-être parmi vous, il y a des agriculteurs qui appartiennent qui travaillent avec ce panel adéquation, et donc qui interrogent tous les 2 ans les agriculteurs sur les adventices qu'ils ont de présents dans leur culture d'une façon générale et dans la betterave en particulier. Et la diapositive que vous avez sous vos yeux montre les adventices qui sont présentes dans les parcelles de betterave en Picardie, c'est-à-dire dans l'Aisne, dans la Somme et dans l'Oise, auquel on a rajouté également le Val d'Oise, parce que peut-être que certains de nos agriculteurs qui nous écoutent cet après-midi sont du 95. Et quand on regarde un petit peu les adventices présentes, alors en vert foncé, c'est les réponses de 2020, et en vert clair, ce sont les réponses de 2018. L'adventice qu'on rencontre le plus souvent dans les betteraves, de façon générale d'ailleurs, dans les cultures de printemps, c'est le kénopode. Et ça, dans 80% des parcelles, on a des kénopodes, nous disent les agriculteurs. Et puis un petit peu plus loin, eh bien, on rencontre de la mercuriale, et vous voyez que c'est régulier. La mercuriale, elle revient tous les ans, en 2018 comme en 2020. Les renoués, liserons, vulpins. Et puis, de plus en plus, et c'est de plus en plus vrai, on voit des graminées qui montent un petit peu dans la hiérarchie des adventices présentes, que sont le vulpin et le régras. On en parlera tout à l'heure, justement, de ces graminées. Et puis ensuite, on a diversifié les rotations. On a intégré du colza il y a quelques années. Et bien, naturellement, on retrouve les repousses de colza dans les betteraves. Et puis ensuite, des adventices comme l'ictuse, les renouées des oiseaux, le gaillet. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier également la présence de chardon. On sait que les vivaces, on en parlera en fin de présentation, sont très présentes dans les grandes cultures. Et on retrouve le chardon dans la culture de betterave. Donc là, tu nous fais un focus sur les mauvaises herbes ou les adventices présentes dans la betterave, mais est-ce que c'est corrélé avec la difficulté de les détruire ou pas? Est-ce qu'il y a des gradients par rapport à certaines adventices? Alors, sur certaines adventices, oui, sur d'autres, non.
Mais quand on regarde ce kénopode, hein, qui est la première en présence, eh bien, en termes de difficulté à détruire, c'est-à-dire que à la question que l'on pose aux agriculteurs, quels sont les adventices que vous avez du mal à contrôler dans vos parcelles de betteraves, eh bien, à la grande majorité, hein, quasiment à 58%, ils nous répondent le kénopode. Et vous voyez, depuis 2018 et 2020, on a ce kénopode qui monte en termes de réponse. Ça montre bien que c'est une adventice difficile d'abord qu'on trouve souvent et qui est difficile à contrôler avec les programmes que l'on met en œuvre. Ça veut bien dire qu'il va falloir qu'on soit très attentif à la façon dont on va conduire, dont on va sélectionner les programmes. Et puis, dans les difficultés à détruire, tout à l'heure, on voyait la mercuriale, on voyait des adventices comme ça. Elles ont un peu disparu, elles ont un peu baissé dans le classement. Mais là, ce qu'on revoit comme adventices, ce sont des graminées. Et tu en parleras tout à l'heure, comme le vulpin ou le régras. Et de plus en plus, les agriculteurs nous disent que ces deux graminées sont difficiles à contrôler. Alors, ce n'est pas une surprise, étant donné que c'est des adventices qu'on a du mal à contrôler dans la rotation et en particulier dans les céréales, avec le développement des résistances depuis maintenant quelques années. Eh bien, on les retrouve dans la betterave et il faut vraiment apporter également une application à limiter le stock semencier des graminées. Christian et Laurent, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que c'est possible techniquement de tourner un petit peu le PC? Parce qu'on ne vous voit pas quand vous parlez, Christian. On voit juste le fond. Voilà. Encore un petit peu, si c'est possible. Bon, l'essentiel, c'est de voir la présentation. Parfait. Parfait, merci. D'accord, ok. Ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, bien les reconnaître. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut confondre entre elles? Est-ce qu'il y a des petits, comment on appelle ça, des petits clés pour bien déterminer l'adventice? Alors ça, c'est un point important et peut-être le plus important. Tout à l'heure, on parlera des produits. Les produits sont ce qu'ils sont. Mais avant tout, c'est de bien reconnaître les cibles que l'on a à contrôler. Ça vaut pour toute la protection des cultures et en particulier sur les herbicides et les adventices. Alors là, j'ai mis sur cette diapositive celles qu'on a de façon usuelle, on les rencontre dans les parcelles, de la matricaire, bien sûr le kénopode, on en parlait, les renouées, il y a plusieurs renouées, souvent renouées liserons, renouées des oiseaux, renouées persicaires, et puis des adventices comme les crucifères, hein, avec le trio Sambre, Ravenel, Colza, on en parlera tout à l'heure parce qu'elles se différencient les unes des autres, mais également la morelle, hein, que l'on voit, l'étuse et la limagus, hein, le duo d'ombellifères, quelquefois compliqué à contrôler et qui vous donne ces ombelles blanches à travers les parcelles de betterave lorsqu'on a loupé son désherbage. Il y a également du gaillet et puis il y a la sacro-sainte mercuriale, plante de printemps que l'on rencontre et qui a été longtemps une grosse difficulté à gérer dans les parcelles de betterave et qui, heureusement, avec la pharmacopée dont nous disposons, on arrive à mieux contrôler. Ça, c'est pour les connaître. Alors, quand on les voit comme ça, on les reconnaît à peu près tous, mais quelquefois, il y a des petites subtilités parce qu'il ne faut pas les confondre. Prenez par exemple sur cette diapositive les deux ombellifères majeurs qu'on rencontre dans les betteraves. En haut, vous avez l'étuse à son stade de plantule, de jeune plantule. Et puis là, vous voyez la fleur. Alors, évidemment, je ne vous souhaite pas de rencontrer ces fleurs-là, au moins dans vos parcelles de betteraves. Ensuite, qu'elles soient dans les talus, ce n'est pas très grave. Hein, donc, sous forme de belle ombelle, hein, qui donne son nom à la famille, hein, une espèce de parapluie, hein, d'ombelle. Et vous avez ici donc l'étuse avec ses petits cotylédons trapus. Hein, on a des cotylédons qui ne sont pas très longs, qui sont trapus, un petit peu comme une main que vous recroquevillерez. Je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Hein, ça, c'est l'étuse. Et puis une autre, c'est la mi élevée, ou en latin, la mi majus. Hein. Là, c'est un petit peu différent parce que les cotylédons, ils sont très longs. Vous voyez que normalement, vous ne devriez pas confondre à ce stade-là une étuse d'une amie élevée parce que les cotylédons sont vraiment différents. Là, ils sont courts et trapus et là, ils sont très longs. Et la première feuille n'est pas découpée en totalité. Elle est découpée dans sa partie supérieure, mais pas dans sa partie inférieure. Là, vous avez une autre photo où on ne voit pas bien les cotylédons, mais on voit très bien les feuilles juvéniles. Alors, vous allez me dire que là, c'est tout facile. Hein. Alors après, il y a quelques clés aussi, hein, pour déterminer les ombellifères. Quand on les froisse, hein, vous prenez une mauvaise herbe, vous les froissez. L'étuse, c'est quasiment, ça sent un peu comme un cerfeuil. La mi-élevée, ça n'a pas beaucoup d'odeur, mais ce n'est pas désagréable. Et puis la carotte, parce qu'il pourrait aussi y avoir la carotte. Bah là, ça sent la carotte. C'est simple que ça. Et sachez que l'étuse est classée comme une plante vénéneuse. Ça veut dire que si vous allez arracher à la main des étuses dans une parcelle parce que vous avez loupé un désherbage, eh bien, avec les sucs qui sont émis, eh bien, vous pouvez avoir des brûlures sur les avant-bras si vous n'avez pas les bras protégés. Vous voyez que là,
on a les deux, et puis on va compliquer un peu les choses. Prenez cette adventice-là. Voilà. Regardez ici, cette adventice, elle a les longs cotylédons de la mi-élevée et elle a la première feuille d'une écluse. Et pour autant, c'est une fumeterre. Et c'est une adventice qui n'appartient pas du tout à la famille des ombellifères, qui se contrôle de façon complètement différente. Alors vous voyez que la reconnaissance des adventices est quelque chose de clé, très important. Alors pour ça, bien, vous avez plein d'outils qui vous aident déjà vos technico-commerciaux, et puis bien sûr des flores qui pourraient vous aider, et puis des outils en ligne qui existent. Alors juste pour petite histoire, la fumeterre, on dit la fumeterre, hein, pas un, mais une fumeterre, elle a une couleur un petit peu bleutée. Je pense que c'est comme ça qu'on peut la distinguer. Si on va un petit peu plus loin dans les confusions, regardez une amarante et une morelle. Là aussi, il peut y avoir des confusions parce qu'au stade plantule, ça peut se ressembler. Alors, si on va un petit peu plus loin, quand on regarde les cotylédons d'une morelle, hein, on a déjà le sommet qui fait vraiment une pointe, hein, et puis la face supérieure qui est poilue, hein, qui est velue. Hein. Et puis la morelle, si vous êtes jardinier par ailleurs, une plantule de morelle ressemble à une tomate. Hein. C'est vraiment très très ressemblant. Donc ne pas confondre également amarante et morelle parce que là aussi c'est pas tout à fait le même contrôle. Quand on regarde les matricaires, j'espère que vous ne les verrez pas comme ça dans vos parcelles cette année. Le matricaire, on peut aussi la confondre avec une autre adventice qui s'appelle l'anthémis. Hein, c'est la même famille. L'anthémis a un mucron au sommet de la feuille et il y a des poils sur la feuille. Alors heureusement ici, la confusion ne serait pas très grave, puisqu'en général, la matricaire et l'anthémis sont contrôlés par les mêmes produits. On le verra tout à l'heure. Quand on regarde les renouées, et là, il ne faut pas les confondre parce que là aussi, les produits ne sont pas tout à fait les mêmes, les buts ne sont pas tout à fait les mêmes. Juste un petit rappel, la renouée liseron, pourquoi elle s'appelle liseron? Tout simplement parce que sa première vraie feuille, là vous avez les cotylédons, que vous voyez avec mon laser, et la première feuille, eh bien, tout simplement, ça ressemble à une feuille de liseron. D'accord? Et quand on regarde l'angle des cotylédons, en général, ça forme un angle autour de 50 degrés. Vous voyez, alors là, il est un petit peu plus ouvert. Mais généralement, si on ne voyait que les cotylédons, on a des cotylédons qui font 45-50 degrés d'ouverture. La renouée des oiseaux, là qui va être différente, les feuilles vont être plus larges, plus dressées. Hein, vous voyez qu'elles sont complètement différentes de celles de la renouée liseron. Et puis ensuite, la renouée persicaire. Bon, là, c'est vraiment une photo de laboratoire, donc elle est très précise. Hein, vous voyez cette feuille qui va avoir la forme d'une feuille de pêcher, hein, d'où son nom, renouée persicaire d'ailleurs, hein, qu'on pourrait confondre avec une renouée feuille de patience, qu'on ne voit pas beaucoup en parcelle de betterave, mais on peut la rencontrer. Elle ressemble beaucoup, elle n'a pas la tache noire, et puis sur l'ocréa, sur la renouée feuille de patience, on a une présence de cils. Alors que là, si vous regardez l'ocréa de la renouée persicaire, il n'y a pas de cils. Christian, tu peux nous rappeler ce que c'est que l'ocréa pour les renouées? Ah, très bonne question. L'ocréa, eh bien, je l'ai mis un peu sur cette photo. Vous voyez ici, il y a une petite gaine, hein, un manchon, on va dire un manchon membraneux qui entoure la tige au niveau de l'insertion du pétiole des feuilles, d'accord, et en particulier dans chez les polynogacées, polygonacées, donc la famille des renouées, hein, et on le trouve dans une autre famille, mais très très rarement. C'est vraiment la caractéristique des renouées. Et que vous prenez liseron des oiseaux ou persicaire, vous voyez cette ocréa, et on dit d'ailleurs une ocréa. En continuant là, dans les confusions, alors je vais les mettre les deux en même temps parce que ça sera bien plus simple. Il y a la confusion de la samve et de la ravenelle, Laurent. Et tu sais comme moi que pour lutter contre la ravenelle ou pour lutter contre la samve, on peut avoir des produits légèrement différents ou des programmes qui vont être légèrement différents, d'où l'importance de bien les reconnaître. Alors juste quelques petits moyens mémotechniques pour les reconnaître. Vous avez ici donc une plantule, enfin une très très jeune plante de ravenelle, et vous voyez ça ce sont les cotylédons, et vous voyez que le pétiole des cotylédons est très long, d'accord? Il est long. Alors que là, sur la samve, hein, et on le revoit ici sur le dessin qui est ici, le pétiole est très court, d'accord? Donc si on a un pétiole court, on est sur une samve, si on a un pétiole long, on est sur une ravenelle. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la différence. Et puis à un stade un petit peu plus avancé, la ravenelle va donner des feuilles qui vont être découpées jusque la nervure centrale. Vous voyez ici, c'est le début de découpe de feuilles. Hein, et puis vous allez avoir une feuille qui va être légèrement
granuleuse et qui va presque, il y a des poils qui, je ne vais pas dire qui piquent le pouce, mais presque. Hein. Alors que la sanve, eh bien, on n'a jamais de feuilles qui, alors légèrement sinuées, mais jamais dentées jusque la nervure, et on a une feuille qui est parfaitement glave, parfaitement lisse, d'accord. Et puis, si vous les voyez comme ça, c'est mauvais signe dans vos parcelles de betterave, mais éventuellement dans les parties non traitées, eh bien, les sanves fleurissent toujours jaunes, alors que les ravenelles sont blanches, légèrement jaunâtres en fonction du pH du sol. Pour terminer sur la confusion éventuelle, c'est les confusions entre Gaillet et Véronique Feuille de Lierre. Soit on peut l'avoir sur d'autres cultures, mais on l'a en betterave. Hein, vous voyez qu'ici, les cotylédons se ressemblent énormément. Alors, sur le Gaillet, le cotylédon a une échancrure, hein, qui est, on la voit bien ici, hein, c'est une espèce ça rentre, hein, donc c'est une échancrure dans le bout du cotylédon. Alors que sur la Véronique Feuille de Lierre, on a plutôt un mucron, c'est-à-dire une petite excroissance en bout du cotylédon. Même s'ils se ressemblent, c'est ce qui permet de les distinguer. Et puis ensuite, sur des plantes un peu plus développées, hein, sur la Véronique Feuille de Lierre, on a des vraies feuilles qui sont lobées entre 3 et 5 lobes, d'accord, on les voit ici. Et puis sur le Gaillet, on va avoir des feuilles dites verticilliées, hein, sous forme d'espèces de couronne de feuilles tout autour de la tige. Voilà un petit peu sur les confusions qu'on pourrait faire. Et il y en a d'autres, mais simplement, je voulais, à travers ces diapositives, attirer l'attention des agriculteurs sur la parfaite reconnaissance de la cible qu'ils ont à maîtriser. Là, tu nous as fait voir les principales, on va dire, adventices qu'on rencontre habituellement dans le betterave. Quel est l'intérêt, justement, de faire un listing de ces parcelles, de lister les adventices présents dans la parcelle? Je pense que c'est plutôt pour adapter son programme comme il faut. Bien sûr, ça sera à partir des adventices que vous aurez identifiés ou que vous savez qu'il y a dans ces parcelles, parce que les agriculteurs connaissent parfaitement l'historique de leur parcelle et les adventices qu'ils sont susceptibles de rencontrer au sein d'entre elles. Eh bien, ça va permettre de pouvoir choisir les produits les plus adaptés pour être efficace, et c'est d'associer également les produits pertinents. Alors, les principales matières actives, vous les connaissez. Il y a déjà ce quatuor de molécules que tout à chacun connaît. C'est d'abord ce qu'on appelle PNP, c'est le phenmédifam. Hein, et donc là, il y a de nombreuses spécialités. La spécialité historique, c'était le bétanal, qui n'existe plus en tant que tel, mais la marque existe encore. Et le produit le plus distribué en phenmédifam, c'est le Fastnet SC. Voilà. Nous, on a aussi le Marasca chez nous, on a aussi le Danéline, des choses comme ça. Donc, il y a plein de spécialités, on va dire, aujourd'hui, de PNP. Voilà. L'étofimsate, qui est une autre matière active avec un spectre différent, hein, à travers une marque très connue, très réputée, qui s'appelle le Tramat, ou le Boxer, et d'autres spécialités encore. Il y a la bétamitrone, produit racinaire, on en discutera tout à l'heure, à travers une marque là aussi très réputée qui s'appelle le Goltix, ou dans des associations Goltix Duo. Ouais, qui s'appelle chez nous le Tornado Combi. Voilà, Tornado Combi qui associe de la bétamitrone à de l'étofimésate. Et enfin, la matière active la plus ancienne de la phytopharmacopée betteravière, c'est le lénacide. Il a été homologué en 1964, donc il y avait peu de monde qui sont autour de nous encore nés, sauf moi. Et donc le lénacide, c'est à travers cette marque hyper connue qui s'appelle le Vanzar. Là, ça, c'est vraiment le quatuor des principales matières actives. Voilà. Et puis ensuite, ces produits sont très souvent associés à d'autres molécules. La clomazone, hein, à travers une marque que vous connaissez bien qui s'appelle le Centium. Le triflusulfuron, une sulfonylurée qui est développée à travers plusieurs marques, hein, et en particulier Safari Duo-Active et Safari. Et puis une autre matière active à vocation ombellifère également qui s'appelle le Quinmerac, qui est développé par nos confrères de chez BASF à travers les spécialités Kizuro et Okido. Et puis des matières actives, j'allais dire, entre guillemets, optionnelles, hein, qui permettent de solutionner des problématiques très particulières, notamment la Vadex 480, tu en parleras tout à l'heure, Laurent, pour les graminées. Hein, le trialate qui permet de résoudre des problèmes de graminées particuliers. Ensuite, le DMTAP également, de la même façon, à travers l'ISAR ou encore une fois le Kido. Le S-motolachlore, moins utilisé, mais qui existe également dans le périmètre des désherbants pour la betterave. Et puis enfin, le clopyralide à travers la marque Lontrel 100 ou Lontrel SG, qui permet de solutionner des problèmes de chardon, en particulier dans les betteraves.
Et pour finir, et juste un rappel, et ça c'est un point très très important, un certain nombre de molécules a été retiré du marché en 2019-2020. Il y en a deux. Il y a la chloridazone, hein, que vous retrouviez dans des marques comme le Zeppelin ou le Rebelle, ou même le Better, hein, qui est un produit 100% chloridazone. Et puis le Desmedifam qu'on retrouvait en association notamment avec Betanal Booster. Sachez que ces produits sont retirés du marché et ne sont plus utilisables. Et normalement, dans vos locaux de phytosanitaires, ils devraient être rangés avec les PPNU si vous en restez encore d'aventure en stock. Donc vous voyez que, Laurent, il y a peu de molécules, hein, qui sont à la disposition des betteraviers pour maîtriser les adventices dans leur parcelle. Et dans cette liste qui est courte, il y a deux molécules qui s'appellent le triflusulfuron et qui s'appellent le fenmedifam, qui sont en cours de révision au niveau européen. Et on sait que lorsque les herbicides sont révisés au niveau européen en vue de leur réhomologation, c'est parfois compliqué. Et pour ces deux molécules, c'est compliqué. Et je ne saurais pas dire si l'avenir est très sombre ou pas. On attend un peu le retour de nos autorités pour juger leur avenir à court terme. D'accord. Voilà. Et puis juste pour regarder toujours à travers un panel adéquation d'utilisation, toujours sur le même secteur Picard, hein, vous voyez que le premier produit que vous utilisez, bah, ça reste Fastnet, ou le Betafam, ou le Marasca, hein, qui sont vraiment les deux produits les plus utilisés. Là, on est sur du Fenmedifam. Ensuite, vous avez le Vanzar également, largement utilisé, l'étophol et le Boxer, hein, qui sont des étofumésates, hein, et puis le Target, et puis le Goltix ici, qui sont la partie métamitrone. Et puis après, on voit des produits avec des fortes représentativités, hein, le Centium, hein, qui est largement utilisé et qui est en progression également en termes d'utilisation, preuve que ce produit répond également aux attentes des agriculteurs. Et puis des produits comme le Safari ou comme le Safari Bioactive, qui sont aussi largement plébiscités par les agriculteurs. Et quand on regarde le type de mélange que vous faites sur votre secteur, le premier mélange, et ça ne va pas vous étonner, hein, là vous avez le niveau des surfaces, hein, le premier mélange qui est fait, c'est le BTGV, le fameux BTGV. On va en parler dans la diapositive suivante. Et puis ensuite, toujours des mélanges BT, mais qui vont être un petit peu organisés différemment, avec du Goltix ou du Centium, avec du Safari ou du Goltix, ou alors même avec du Safari, du Goltix et du Centium. Hein, on voit bien que les agriculteurs ont maintenant cette habitude d'associer les molécules et de les associer de façon la plus pertinente possible pour pouvoir maîtriser les adventices qu'ils ont dans leur parcelle. Christian, on voit que on a on a moins de molécules aujourd'hui, et on voit que le BTGV reste le mélange le plus utilisé. Pourquoi? Oh, c'est parce que c'est un mélange d'abord qui est bien connu, qui est bien maîtrisé par les agriculteurs. L'ITB a mis au point cette technique de dose réduite et de passage multiple à un cadencement de 7 à 10 jours. Et aujourd'hui, ce type de programme est parfaitement maîtrisé par les betteraviers. C'est la raison pour laquelle, et en particulier en Picardie, ce programme est plébiscité. Et on voit que lorsqu'il y a des besoins supplémentaires d'ombellifères, de persistance, etc., eh bien, les agriculteurs n'hésiteront pas à rajouter du Goltix, du Centium, du Safari, etc. Et ce mélange, il y a aussi parce qu'il y a différentes caractéristiques de produits qui se complètent ou... En général, oui, et c'est la raison pour laquelle on va vous rappeler, plutôt que vous expliquer, mais vous rappeler qu'est-ce qu'un BTGV. Alors le B, il est facile, on l'a dit, Betanal, Fastnet, c'est Fenmedifam, et puis le T, c'est l'étofumisate. Hein, ça, c'est assez facile, c'est le Tramat. Voilà, on a là, j'allais dire, le pivot du désherbage qui se met en place. Ensuite, on va lui compléter pour avoir d'autres fonctionnalités avec de la métamitrone, donc un produit plutôt racinaire, alors que le Betanal ou le Tramat sont des produits plutôt foliaires, à action foliaire. Donc la métamitrone va venir compléter la partie racinaire, et puis on va rajouter le Vanzar qui va aussi avoir cette vocation racinaire et à donner de la persistance. Et puis on y ajoutera également, si besoin est, du Safari à travers le triflusulfuron ou du Centium avec la clomazone. Hein. Mais je rappelle également à nos agriculteurs que ce mélange-là, Vanzar-Safari, qui a été largement utilisé les années antérieures, ne peuvent plus être mélangés puisqu'ils ont des phases de risque incompatibles. C'est la raison pour laquelle la société FMC a mis sur le marché un produit qui s'appelle Safari Bioactive, qui regroupe ces deux matières actives et l'intérêt de ces deux matières actives. Alors pourquoi le BTGV il a été construit de cette façon-là? Puisque la partie BT, c'est ce que vous voyez ici,
hein, ça va être la partie foliaire du programme, c'est-à-dire cette partie foliaire va donner une rapidité d'action. On a des adventices qui émergent, il y a du bétanal, il y a du tramat, et on va déjà détruire très rapidement la partie foliaire. Ensuite, on va donner de la persistance au programme pour éviter de nouvelles relevées, autant que faire se peut, d'adventices. Et là, ça va être la vocation des produits plutôt à option racinaire qui va donner justement cette persistance. Et puis, on a également des produits qui sont un petit peu entre les deux, comme le triflusulfuron ou la clomazone, qui sont à la fois foliaires et racinaires et qui vont donner un petit peu de souplesse à notre programme. Par exemple, prenez l'exemple du triflusulfuron. On sait que le triflusulfuron est un produit qui a peu de, comment dire, euh, il y a peu de conditions d'application, qu'il fasse sec ou qu'il fasse humide, le produit va avoir un comportement, il est très polyvalent et le produit va avoir un comportement équivalent, quelles que soient les conditions climatiques. Et ça, c'est un point également important. Et le Centium a aussi cette souplesse entre foliaire et racinaire, et puis donner cette persistance, notamment sur des kénopodes ou des renouées, on verra tout à l'heure. Voilà, alors ces différentes matières actives, je vous ai mis ici et vous aurez certainement l'occasion peut-être de capturer cette image. C'est un tableau que j'ai fait à partir d'éléments qui ont été publiés en 2017 par le Betteravier français. Et vous avez pour les différentes matières actives, on commence un petit peu là sur la partie, voilà, sur la partie gauche, si vous voulez y aller, le PMP, d'accord, et vous voyez son spectre d'activité. Hein, donc, on sait que le PMP, c'est le produit idéal pour aller contrôler des kénopodes, des atriplex, des morels, éventuellement des mourons blancs, hein, ce qu'on appelle la stellaire, de la renouée liseron. Et l'action foliaire sur ces adventices-là va être tout à fait important, puisqu'on est sur des produits en verre foncé, donc très efficaces. Mais on va également avoir une efficacité sur de l'amarante, sur des fumeterres, on en parlait tout à l'heure, sur les autres renouées, sur la ravenelle, sur la Véronique feuille de lierre, même si on sait qu'ici l'efficacité sera peut-être un peu plus limitée, mais restera quand même très bonne. Et puis après, sur d'autres adventices, on a une efficacité qui va être faible, qui va être irrégulière, mais qui pourra exister, et associée à d'autres actifs, eh bien, on aura une efficacité qui sera bonne. Quand on regarde les tofumsat, là, ça sera plutôt la morelle qui va être parfaitement contrôlée, mais également des amarantes ou des renouées persicaires, des renouées des oiseaux, ou encore des renouées liserons, même si ici, ça apparaît un peu plus irrégulier. La métamitrone, attention à la métamitrone, quand on a le spectre d'activité ici, c'est pour de la métamitrone qui est mise en prélevé. C'est un produit racinaire qui est absorbé par les racines des adventices. Hein, on a très peu d'activité via le système foliaire. Donc là, on va avoir des amarantes, des atriplex, là aussi les kénopodes. Alors quand on a des problèmes de kénopodes, parfois on a tendance à augmenter la dose de métamitrone. C'est bien parce qu'effectivement, il y a une efficacité, mais elle est racinaire et elle joue sur la persistance. Quand on a des problèmes de kénopodes, c'est plutôt sur le PMP qu'il faut aller jouer et plutôt sur la dose de PMP que sur la dose de métamitrone. Ça, c'est un point important. Et moi, j'ai souvent vu cette erreur. J'ai des kénopodes, ils sont un peu dépassés, ils sont un peu développés. J'augmente ma métamitrone. Ben non, augmenter la dose de PMP. Question, justement, on parlait tout à l'heure qu'on a une érosion des molécules sur les herbages. Si on regarde là les deux, tu as parlé tout à l'heure du PMP et du triflusulfuron qui vont être homologués, enfin qui sont en phase de réinscription. Aujourd'hui, si ces molécules disparaissaient, on risque d'être confronté à de nouvelles impasses techniques. Est-ce que ça nous obligera aussi à changer notre façon de faire en termes de désherbage? S'il n'y a pas de remplacement, et pour l'instant, dans les radars des nouveautés de désherbage conventionnel, il n'y en a pas, effectivement, si cette colonne PMP et cette colonne triflusulfuron venaient malheureusement à disparaître, on n'en est pas encore là, mais effectivement, la réinscription est compliquée. Il est évident qu'il y aura des impasses techniques et il est évident qu'il faudra adopter d'autres pratiques dans l'organisation des programmes, avec un retour à la prélevée très probablement à base de métamitrone, à base peut-être de Quinmérac, et puis avec des augmentations de doses sur de l'étofumésat qui serait le seul foliaire entre guillemets, et puis sur les autres actifs d'une façon générale. Oui, et puis certainement un recours aussi davantage à du désherbage mécanique pour compléter, parce que sans ces deux molécules, ça sera compliqué. Encore une fois, on n'en est pas là pour l'instant. Elles sont encore inscrites, elles sont encore utilisables, et tant qu'elles sont utilisables, on vous conseille de les utiliser. Voilà, vous avez le spectre un petit peu, et puis plus on va se déplacer sur la droite, plus les spectres sont restreints, et plus on va avoir des produits très spécifiques, comme le Quinmérac, très spécifiques, c'est les ombellifères comme l'écluse et l'animagus.
Le DMTAP qui va être un produit plutôt spécifique de la morelle. On sait que le DMTAP est un produit maïs, hein, et ça va plutôt aller sur des amarantes et des morelles, qui sont plutôt des adventices qu'on rencontre dans les zones à maïs. L'aclomazone, et là l'aclomazone, son intérêt, il vient d'abord de la persistance d'action de cette molécule, mais également d'avoir pu contrôler et améliorer la maîtrise, notamment mercuriale, renouer liseron et kénopode. Et ça, c'est un point important, et c'est la raison pour laquelle FMC a mis sur le marché la clomazone. On sait qu'elle a un petit défaut, c'est de temps en temps de blanchir un peu les betteraves, mais elle a un gros avantage, c'est de donner un très bon contrôle sur mercurial, renouer liseron et kénopode. Il y a 10 ou 15 ans, la mercurial était difficile à maîtriser. On voyait des champs de mercurial au mois de novembre, au mois d'octobre, à la récolte. Aujourd'hui, avec la clomazone, on arrive à bien maîtriser la mercurial. Et puis le lénacil, c'est une molécule qui a un spectre, alors peut-être un petit peu plus réduit en termes d'efficacité intrinsèque, mais très large sur les adventices qui vont quand même avoir une certaine sensibilité. Et ce qu'on peut dire sur le lénacil est une matière active particulière. Quand on l'associe à d'autres actifs, à d'autres matières actives, cette matière active vient en complément d'efficacité. C'est-à-dire que les autres matières actives vont avoir une meilleure efficacité lorsqu'ils vont être associés au lénacil que lorsqu'ils ne le seront pas. Tout simplement parce que lorsqu'il y a présence de lénacil sur une adventice, on a les stomates des feuilles qui vont être ouverts plus longtemps. Alors, il y a un mécanisme chimique que je ne peux pas expliquer parce que je ne saurais pas le faire. Mais en tous les cas, les stomates restent plus longtemps ouverts et il y a une meilleure pénétration des produits partenaires. Donc, quand on ajoute du lénacil, on améliore l'efficacité du produit. C'est un point très intéressant. Justement, à ce sujet-là, souvent l'agriculteur est un peu réticent à utiliser le lénacil sur le premier passage par rapport à la baie des betteraves ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai, c'est faux, ou on peut... C'est vrai et faux. Le lénacil, auparavant, est homologué en prélevé, donc on pouvait l'utiliser en prélevé de la betterave, preuve qu'il y a une certaine sélectivité. C'est vrai que dans certains types de sols, sur la première application, notamment première ou deuxième application, lorsque la betterave commence à puiser disons, des premiers centimètres du sol, si on est en sol très filtrant, si on a une dose inadaptée, on peut avoir un petit retard. Donc, dans des sols filtrants, c'est-à-dire des sols sableux à faible taux d'argile, dans des sols très battants, à ce moment-là, lorsqu'on fait le T1, eh bien, au lieu de mettre 80 grammes c'est-à-dire l'équivalent de 250 ml de Vanzar SC, on n'en mettra que 100. Mais on aura toujours ce complément d'efficacité. Donc, moi, je vous invite, c'est à utiliser le lénacil, mais à maîtriser la dose lorsque les situations sont un peu plus complexes, notamment dans des sols très filtrants, très légers. Notre façon de voir le spectre d'activité des molécules, là je vous renverrai à la lecture du Pense betterave de l'ITB de janvier 2022, hein, où adventice par adventice dicotylédone, vous avez le spectre d'efficacité ou de sensibilité des différents produits dont je viens de parler, hein, aussi bien sur des matières actives solo, parce qu'il y a beaucoup de produits solo, que sur certaines spécialités à plusieurs voies, hein, qui donnent des spectres très larges comme le Goltix Duo, hein, que l'on parlait tout à l'heure, à travers votre panneau de conduit, ou le Safari Duo Active, hein, qui permettent d'avoir des champs d'activité très larges pour des herbes d'agriculture. Donc, on a vu un peu les produits, on a vu tout ça. Aujourd'hui, donc, on construit le programme. Aujourd'hui, les doses, comment on travaille les doses par rapport à... Sur quoi se base-t-on pour pouvoir justement travailler au niveau des doses? Pourquoi se base-t-on? Il y a deux points qui sont très, très importants, et sur cette diapositive, vous les voyez. C'est d'abord le stade des adventices. Ça, c'est un point important. Le stade des adventices et les conditions climatiques au moment de l'application. C'est vraiment deux critères qui doivent attirer votre attention sur la dose que vous allez mettre en œuvre, sur le désherbage que vous allez mettre en place. Alors, les doses, je vais dire, elles sont variables. Mais avant tout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va sélectionner en fonction de la flore présente, comme on vient de décrire sur les diapositives précédentes. Systématiquement, on va y ajouter des adjuvants. Avec un adjuvant, ça marche mieux, ça c'est un point important. Généralement, l'adjuvant, alors je sais qu'il y a beaucoup d'adjuvants dans le marché, mais généralement, l'adjuvant qui donne la bonne fonctionnalité, c'est-à-dire la fonctionnalité de pénétration, c'est une huile végétale du type actyrante B. Je n'ai pas d'intérêt dans l'actyrante B, mais généralement, c'est cette huile-là qui est utilisée à chaque passage. Et la dose idéale, c'est 0,5 litre. Ceci dit, en fonction des conditions climatiques, si on est en conditions climatiques un peu limitantes, notamment en termes d'hygrométrie, on peut monter un petit peu la dose et il n'est pas rare quelquefois d'aller jusque du 1 litre lorsque les conditions sont vraiment défavorables avec des très faibles hygrométries.
Et puis, on adapte, bien sûr, comme je disais, la dose en fonction du stade des adventices et des conditions météo. Et vous avez sur ce tableau que j'ai repris d'une présentation de l'ITB dans le pense-betterave de janvier 2022, vous avez les variations de doses sur lesquelles vous pouvez jouer en fonction des produits. Par exemple, la Fastnet, sur les premières applications, on peut avoir des doses autour de 0,8 hein, qui sont des doses suffisantes si les conditions sont bonnes. Et puis, lorsqu'on est dans des stades un petit peu plus tardifs, hein, à partir de 2 feuilles naissantes à 2 feuilles vraies, et éventuellement, on peut augmenter la dose hein, s'il y a besoin, parce qu'on a des adventices qui vont être un peu plus développés, ou alors un nombre d'adventices qui va être un peu plus fort. Du Tramat également, on sait qu'une dose de 100 grammes d'étoflumésate, hein, c'est-à-dire 0,15 litre de Tramat, vont être une dose largement suffisante. Mais par contre, dans des situations un peu difficiles, notamment de renouer ou de kénopode, on peut toujours monter la dose à 0,2, 0,3 sans trop de problèmes de sélectivité. Pareil, le Goldtix, on est sur des pivots entre 0,3 et 0,5. S'il fallait donner un peu plus de persistance dans des conditions séchantes, ben on peut monter un petit peu la dose à 0,7 kg. Et on sait que les prévisions du printemps nous donnent des prévisions plutôt sèches. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui en plaine, c'est qu'on est vraiment dans des conditions très séchantes. Donc, on va avoir des conditions sèches au moment des applications des herbicides. Pareil, la dose de Banzar, on tourne autour de 100 grammes, de 80 grammes pardon, de Lénacil, hein, c'est-à-dire 0,15, 0,16 de Banzar SC. Le Safari, ça va entre 15 et 30 grammes en fonction des stades, mais aussi en fonction des adventices. Si on est sur des adventices comme des colza ou des ravenelles, on sait qu'entre 15 et 20 grammes, ça sera une dose suffisante. Par contre, si on est sur des ombellifères, si on est sur des matricaires, des adventices un peu plus développés, et là, ça sera plutôt du 20 grammes, voire dans des cas exceptionnels à du 30 grammes, mais ça restera exceptionnel. Puis après, vous avez des autodoses sur les autres produits. Donc, une fois que j'ai mes doses, voilà. Après, il y a aussi l'aspect, on va dire, cadence de traitement, parce qu'on sait qu'on ne passe pas qu'une seule fois. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de ces règles générales? Alors, il y a des clés de réussite. On a beau bien reconnaître ses adventices, on a beau bien connaître ses produits. Si on ne les applique pas selon certaines conditions, eh bien, il y a malheureusement des possibilités d'échec. Alors, quelles sont ces règles? Si on prend sur une échelle du semis de la betterave, c'est-à-dire à aujourd'hui jusqu'au stade 39, hein, c'est-à-dire ça ferme le rang. En gros, ça va être 15 mai, fin mai, on verra en fonction des conditions météo. Et ce stade 49, c'est le stade de développement juste avant la mise à la fleur, hein, donc jusqu'à la récolte, stade 49. Voilà. Ben, comment on peut mettre son programme à l'intérieur de ces stades-là? D'abord, c'est la prélever. Alors, la prélever, bien sûr, à réserver dans les situations où il y a nécessité de le faire. Et moi, j'engage les agriculteurs à bien regarder leurs parcelles, notamment où il pourrait y avoir de l'amimagis de façon importante. Là, la prélever, le recours à la prélever va nous alléger et nous augmenter le risque nous augmenter la réussite du désherbage. Donc, et là, les prélevés, ça sera autour du puits de Mérac en particulier, du Kéjuro par exemple. Là, tu nous parles aujourd'hui de conditions plutôt sèches. Quelqu'un qui aura aussi des matricaires, vu les conditions sèches, il n'y a pas intérêt à faire de la prélevée? Alors, tant que le triflusulfuron existera, on aura cette possibilité de contrôler la matricaire en poste levé avec le triflusulfuron. Si demain le triflusulfuron devait être retiré du marché, il n'existera plus de solution sur la matricaire. Et là, il faudra la contrôler en prélevé avec un minima 2 kg de Goldtix pour pouvoir contrôler cette matricaire. Alors, après la prélevée, s'il y avait prélevé, on a des interventions de post-émergence et un cadencement régulier, en commençant par le T1 jusqu'au T4. Généralement, en Picardie, on est sur un cadencement de 3 à 4 traitements. 5 traitements restent dans le exceptionnel. Et j'espère qu'avec 3 ou 4, on arrive à régler le problème de désherbage. Alors, les règles de la post-émergence, et ça, c'est un point très important également que vous connaissez, mais je me permets de vous les rappeler, c'est on intervient dès le stade point vert des adventices. Alors, c'est quoi le stade point vert? Eh bien, c'est le stade à partir duquel on voit les adventices. Quelquefois, on a peut-être du mal à les reconnaître, mais en tous les cas, c'est à ce stade qu'il faut commencer à bien les maîtriser. Et j'allais dire que la première intervention, et je sais que cette année, les questions vont tourner autour de cela, on va avoir des adventices qui risquent même de lever avant les betteraves. Dès qu'il y a des adventices, moi, je vous engage à désherber, même si les betteraves ne sont toutes pas levées, hein, puisque à partir du moment où on a 50 ou 70% de betteraves levées, on peut commencer à intervenir en poste levé.
hein. En général, ce stade du T1, il intervient 2 à 3 semaines après le semis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 21 mars, comptez 3 semaines de plus et on verra les pulvérisateurs pénétrer dans les parcelles de betterave. Ça, c'est le premier point. Et le premier traitement est gage de réussite. Si vous loupez le premier traitement, eh bien, on va toujours courir après du rattrapage et des nouvelles levées et on peut se diriger vers des échecs ou des semi-échecs de désherbage. Et puis l'autre point qui est important également, c'est de renouveler les traitements. Alors pourquoi vous allez renouveler les traitements? Tout simplement parce que le premier traitement n'a pas fonctionné suffisamment, et ça peut arriver, parce que votre dose n'était pas suffisante, etc. Et puis surtout, c'est s'il y a des nouvelles levées. Eh bien à ce moment-là, on va cadencer donc entre 7 et 10 jours des nouvelles applications, hein, en T2, T3 et T4 avec d'autres produits ou des produits complémentaires si besoin. Ça, c'est vraiment les clés de la réussite du désherbage de la betterave. C'est réussir son T1, c'est de cadencer. Et le T1, encore une fois, n'attendez pas que la dernière betterave du bout de la parcelle soit levée parce que sinon, on a des adventices trop développés. Tout à l'heure, on parlait du kénopode. On sait que le kénopode ou les renouvelés des oiseaux sont des plantes qui se lignifient très rapidement. Ça signifie quoi? Ça signifie que eh ben, ces adventices qui seront très lignifiés seront beaucoup moins perméables aux produits, aux herbicides. Et là, à tout coup, on va se diriger vers des échecs de désherbage. Et les facteurs de lignification des parcelles, c'est le temps sec. Dès qu'il va faire sec, vous pouvez avoir des tout petits kénopodes, ils vous paraissent tout petits, tout malingres, mais ils commencent déjà à avoir un comportement d'un kénopode de 6 ou 8 feuilles et la perméabilité aux molécules est beaucoup moins bonne. Voilà, ça c'est un point important. Je rappelle un truc carré vert, hein, l'identification des parcelles, la sélection des produits, le premier traitement qui est conditionné par la présence d'adventices, et puis respecter une cadence régulière. Et puis d'autres points, j'y reviendrai sur ma diapositive suivante, c'est de bénéficier des meilleures heures du traitement dans la journée. Ça c'est un point également très très important, hein. Et puis n'hésitez pas, avec les produits disponibles, avant la fermeture de rang, s'il y a nécessité d'intervenir notamment sur des levées tardives que vous pourriez avoir de kénopode ou de morel juste avant la fermeture des rangs. Voilà, juste pour vous imaginer un petit peu les stades, hein. Là, c'est une betterave stade cotylédon, une betterave au stade 2 feuilles vraies, c'est-à-dire que les cotylédons sont émergés, bien sûr. On a les 2 premières feuilles qui sont présentes et on commence à voir au sein de la betterave la 3e et la 4e feuille, après 4 feuilles ici, et puis 70% de couverture. Normalement, on devrait avoir la fin du désherbage. Donc le T1, c'est 2 à 3 semaines, et puis le T2, c'est en général 6 à 10 jours après le T1, quand on a une 100 degrés supplémentaires. Voilà. Et puis quand je disais tout à l'heure intervenir sur des adventices jeunes, je m'appuie un petit peu sur cette expérience qui a été faite, sur cette étude qui a été faite à ERDC d'FMC à Namsheim dans l'Est. C'est quelque chose qui date un peu mais qui est toujours vrai. C'est une photo qui a été faite sur des adventices, sur des matricaires qu'on a traités à plusieurs doses, c'est-à-dire à sa dose d'homologation 3 fois 30 grammes ou à la demi-dose d'homologation 3 fois 15 grammes et avec une dose intermédiaire mélangée à de l'huile. Et on a traité à des stades différents, à des stades de 2 feuilles, à des stades de 4 feuilles ou à des stades de 6 feuilles. Et vous voyez que 21 jours après le dernier traitement, les efficacités qu'on a obtenues. Alors vous voyez quand on traite sur du 2 feuilles, quelle que soit la dose, on s'en sort à peu près correctement. Quand on est sur des adventices plus développés, ça devient plus difficile, il faut monter les doses. Et quand on est sur des adventices très développés ou trop développés pour l'efficacité du produit, on voit que là, quelle que soit la dose, ça devient très problématique. D'accord? Alors, si avec du safari, on veut traiter de la matricaire, voilà le stade idéal. Alors, je ne sais pas si on la voit bien sur votre écran. Vous avez ici le stade croix de la matricaire, inférieur à la pièce d'1 euro. Ça, c'est le stade idéal pour contrôler des matricaires en poste levé avec le safari. C'est aussi valable pour les graminées, puisque aujourd'hui, on sait qu'on a une érosion des produits foliaires en poste levé, hein, les ogives, Célect, Cérone, on le sait. Donc, si je vous ai mis un essai qui a été fait par Inoxatec, hein, donc la dernière, donc vous voyez, sur les graminées, il faut aussi les prendre de bonne heure. Donc, l'idée, c'est de faire de l'après, hein, soit avec de la Valex. Vous voyez, donc en vert, l'efficacité avec de la Valex. Alors, c'est vrai que ce n'est pas énorme, hein, on est entre 40 et 55%. Et après, dans le cadre d'un programme, ça nous permet d'aller chercher des hautes efficacités, hein. Vous voyez, autour de 95% d'efficacité. Et aujourd'hui, dans les parcelles vraiment problématiques à graminées, on l'a vu, ça devient un problème, hein. On l'a vu au début. Je pense qu'il faut avoir au minimum recours à de l'Avalex en incorporé, et si on n'a pas d'Avalex, au moins de faire du Mercantor
associé à une tornado combi, par exemple, ça peut être une bonne solution après, on voit, pour permettre déjà de pratiquement avoir 70% d'efficacité et donc de permettre aux foliaires d'arriver dans de bonnes conditions pour finir le travail. Donc ça, c'est l'aspect régras. Ce qu'on oublie aussi, c'est bon pour les vulpins, il y a une autre façon de faire. On l'a oublié, mais l'étofumsate en prélevé a de très bonnes efficacités sur le vulpin. Alors, vous voyez, là, on avait le tornado combi à 3 litres. Alors certes, il n'y a pas forcément énormément de vulpins il n'y avait que 8 vulpins. Vous voyez que sur régras, ce n'est pas la panacée, mais sur vulpin, on arrive quand même à des efficacités en faible situation qui sont très très bonnes. Et même, quand on commence à monter en population, vous voyez, à droite, on est sur 37 vulpins mètre carré. Et ben, on voit que la différence entre une métamitrone solo et de métamitrone associé avec de l'étofumsate, et ben, on arrive à des contrôles tout à fait satisfaisants. Donc, n'hésitez pas, dans les situations à vulpin compliquées, de mettre de l'étau en prélevé. Mais c'est vraiment en prélevé. Et puis pour les bonnes conditions de traitement, je le disais tout à l'heure, ayez avec vous, bien évidemment, l'horloge, mais chacun a une montre à son poignet, d'avoir un thermomètre, d'avoir un hygromètre et puis d'avoir un anémomètre, qui sont les éléments indispensables pour contrôler les bonnes conditions d'application. Alors les bonnes conditions requises pour l'intervention, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont les adventices jeunes, le stade des adventices. Et si vous avez des adventices plus développés, n'hésitez pas à augmenter les doses. Du traitement du matin de préférence, et quand on dit du matin, c'est lorsque l'hygrométrie est encore supérieure à 70%. Quand on est dans des conditions sèches, ces 70%, ben, ils disparaissent très tôt dans la matinée, c'est-à-dire à 7-8 heures, 9 heures, il est déjà trop tard. Des températures à 20 degrés pour essayer de préserver au maximum la sélectivité des herbicides, et puis un vent qui soit, selon la réglementation, inférieur à 19%. Et puis le volume d'eau, puisque c'est souvent une question récurrente qui nous est posée, entre 80 et 150 litres, et là, il faut consulter les étiquettes des produits qui vous donnent une indication sur les volumes d'eau. En tous les cas, ce qui est important, au-delà du volume d'eau, au-delà même du type de bus que vous allez utiliser, c'est surtout le nombre d'impacts que vous allez avoir au centimètre carré. L'idéal serait une 50aine d'impacts au centimètre carré. Et ça, il y a des papiers hydrosensibles qui vous permettent de mesurer la qualité de votre pulvérisation avec des gouttes idéalement autour de 250 microns, qui est quelque part la taille de goutte de la rosée. Et ce sont ces gouttes qui sont le mieux absorbées par la plante. Et puis l'échelle de Beaufort, hein, qui est donnée ici par le Corpen, avec ses degrés Beaufort, les termes descriptifs. Hein, vous voyez, tout ce qui est dans le vert est possible, jusque 19 km/h, ça reste la limite. L'idéal, quand même, c'est de ne pas dépasser les 8-10 km/h. La réglementation dit 19, moi je dirais quand même plutôt 8-10, ça reste un maximum, parce que sinon on risque d'avoir des dérives. Alors justement, les bonnes conditions de traitement et les dérives, là, c'est vous, agriculteurs, qui les donnez. Alors, d'abord, les conditions climatiques, vous n'y pouvez rien, mais si on va aller le matin ou même très tôt ou en fin de nuit, parce que je sais que c'est des pratiques maintenant qui se font en fin de nuit, limiter le vent ou les phénomènes de turbulence, notamment des journées chaudes qu'on peut avoir fin avril ou début mai. La pression également de travail, hein, parce que plus la pression va être forte, ça va agir sur la taille des gouttes, et plus elles sont fines, plus les risques de dérive vont être importants. Également la hauteur de rampe, hein, plus on va avoir une rampe haute et plus on va aussi avoir une exposition à la turbulence et des phénomènes de dérive. L'angle de pulvérisation également, hein, plus il est ouvert et plus il est sensible au vent. Et puis le type des buses, plus on a un calibre petit, plus on fera des gouttes fines et plus elles seront sensibles à la dérive. Et puis la vitesse d'avancement, plus on va vite également, on sait qu'on va avoir une espèce de traînée, c'est-à-dire de turbulence qui se produit derrière le pulvérisateur, qu'il soit automoteur ou traîné par un tracteur. On a cette traîne qui peut également donner de la dérive. En tous les cas, lorsqu'on est auprès d'une culture sensible à certains herbicides, d'un mélange, redoubler de vigilance pour limiter la dérive, au moins dans le premier train. Et puis, les recommandations complémentaires, mais ça vous le savez aussi bien que nous, lisez les étiquettes, les indications qui sont portées sur les étiquettes, et surtout protégez-vous et protégez les opérateurs qui font le travail. Et puis dernier, et puis je pense qu'on va presque se terminer là, c'est donc le nettoyage du pulvérisateur. On sait que il est important d'avoir un pulvérisateur propre. Malheureusement, tous les ans, on compte et on a des questions qui nous sont remontées sur des pulvérisateurs qui peuvent avoir des traces de molécules qui n'ont rien à faire sur la betterave. Donc, il faut nettoyer le pulvérisateur. D'abord pour préserver ses qualités, plus il sera propre, plus il aura une durée de vie longue.
avec des caractéristiques qui resteront équivalentes au pulvérisateur neuf, d'éviter les dépôts et d'éviter les accidents de phytotoxicité. Quand le nettoyer, en début de campagne, en tous les cas, l'idéal, ça sera en fin de campagne pour retrouver en début de campagne un pulvérisateur après l'hivernage complètement propre. Dès la fin de la pulvérisation, ça c'est un point important également pour éviter que les produits sèchent dans le pulvérisateur. Lors du passage d'une culture à une autre, ça aussi c'est un point important, surtout lorsqu'on passe de céréales à des betteraves. Et puis, lorsqu'il y a des mélanges de produits, on sait que les mélanges de produits favorisent le dépôt de molécules sur les parois ou à certains endroits du pulvérisateur, comme la tuyauterie ou les filtres. Et comment le nettoyer? Eh bien, vous avez des produits, il existe des produits spécifiques et qui sont performants. Par exemple, le Clear Extra, qui est largement connu, mais il en existe d'autres également. D'apporter un soin particulier au nettoyage, notamment dans les filtres, les buses et l'incorporateur, qui peuvent être le siège de dépôt de produits. Et puis, les effluents, bien évidemment, seront traités en fonction de l'arrêté phytosanitaire en vigueur. Et puis, le Clear Extra, donc c'est un produit maison que je pourrais vous recommander et qu'Agora d'ailleurs a dans sa liste de produits de nettoyage. Voilà, et puis finale, la contribution d'FMC au désherbage de la betterave, c'est à travers le Safari Bioactif, qui est une association de l'énacide et de triflusulfuron, le Centium, qui va donner de la persistance, en particulier kénopode, renouée, mercuriale, c'est la clomazone, le Vanzar, optimisateur des programmes de désherbage, j'ai dit tout à l'heure, et puis le produit solo, le Safari, le triflusulfuron, avec son large spectre d'efficacité. Question pour finir, justement, on a parlé du Centium, on a parlé de persistance, surtout vis-à-vis de la mauvaise herbe kénopode. Est-ce qu'il y a vraiment une dose à respecter ou une quantité à appliquer pour pouvoir avoir justement cette persistance, ou c'est quelle que soit la dose? Ah non, c'est pas quelle que soit la dose, malheureusement. Il faut respecter une certaine dose. Déjà, pour avoir une efficacité intrinsèque qui soit suffisante, c'est la dose de 0,05 qu'on peut utiliser à partir du stade de feuilles vraies de la betterave. C'est-à-dire quand les 2 premières feuilles sont totalement développées, on peut commencer à utiliser du Centium et à la dose de 0,05 à l'hectare. Et en fonction de l'avancée et du stade des betteraves, on pourra augmenter sa dose pour aller au dernier traitement à 0,1. L'idéal, c'est sur l'ensemble du programme, on est fait entre 0,15 et 0,2, qui est la dose homologuée, mais déjà avoir 0,15 pour avoir cette persistance. Et on a de nombreux essais qui prouvent, justement, lorsqu'on a développé le produit, que cette dose de 0,15 est importante. Christian, je vais te remercier pour cette intervention. On avait prévu de faire un petit focus chardon. Malheureusement, on est un peu bavards tous les deux. Donc, vous pourrez la retrouver dans la présentation qui sera transmise à tout le monde. Donc voilà, maintenant, Menel, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Voilà, on est à votre disposition. Alors, j'ai pas de questions dans le fil de discussion, mais n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a des questions. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, Stéphane, dans le tableau, au niveau des efficacités, j'étais un peu surpris sur le Queen Merac par rapport au Gaillet. Ce qui n'est pas donné terrible, alors que au niveau des efficacités sur d'autres cultures, on a des efficacités qui sont nettement supérieures à ce qui est noté dans le tableau, quoi. Oui, alors vous avez raison d'attirer, je vois que vous avez été extrêmement vigilant et attentif. Effectivement, le Gaillet est marqué en jaune. Alors là, c'est le Queen Merac solo, c'est des données que j'ai reprises des sources ITB qui a été publiées, donc, comme je le dis, par le betteravier français en 2017. On sait qu'effectivement, le Gaillet est très sensible, est sensible au Queen Merac à partir du moment où la dose de Queen Merac utilisée sera aux alentours de 200 grammes au total. Et si on n'a pas cette dose de 200 grammes de Queen Merac, l'efficacité peut être insuffisante. Alors, mais effectivement, vous avez raison de signaler que le Gaillet est sensible au Queen Merac. Oui, ok. Merci. J'ai une question dans le fil de discussion pour vous. Mélange possible BTG plus Safari plus Isar plus Centium, point d'interrogation. Alors, là, on rentre sur des mélanges un petit peu complexes. Le mélange Centium-Isar doit se faire avec un minima de partenaires. Et là, sur le mélange que vous venez de citer, je ne le conseille pas.
hein, parce qu'on sait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le développement de blanchiment lié à la chlomazone et que voilà, il n'est pas nécessaire de le faire et il n'y a pas forcément d'intérêt non plus. Aujourd'hui, la seule voie qui est ouverte souvent pour le mélange Champium-Isard, c'est à partir du stade 4 feuilles vrai des betteraves, pas avant. Voilà, et des mélanges simples. Donc, on va sortir le vin Isard, on va essayer de sortir aussi les taux pour, comme dit Christian, éviter tout ce qui est marquage. Voilà. Et c'est vraiment des choses pour essayer de rattraper éventuellement des kénopodes, mais vu les conditions de l'année, si on est sur les kénopodes lignifiés, ça ne sera pas forcément plus efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. D'autres questions? Bon. On a été clair alors? Bah, je pense que ça a été clair. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je tenais à vous remercier pour vos présentations. C'était clair. Alors, je retiens voilà, des prérequis importants, hein, bien identifier la flore présente sur chacune des parcelles, pour ensuite bien choisir les produits, hein, que ce soit du racinaire ou du foliaire, indispensable par rapport à la flore présente sur chacune des parcelles. Et puis, je retiens aussi de bien adapter les doses, hein, en fonction des stades de chacune des mauvaises herbes, et puis aussi en fonction des conditions météo, et puis ne pas oublier les bonnes pratiques, comme vous l'avez évoqué, Christian, par rapport à que ce soit au mélange, au nettoyage du pulvé, etc., hein, qui sont indispensables pour une bonne réussite du désherbage. En tout cas, merci à tous les deux pour votre présentation. Donc, ce webinaire, comme je l'ai évoqué en introduction, il est enregistré, donc il sera disponible dès cet après-midi sur l'extranet de la coopérative. Merci aux participants, merci pour les questions. Et puis, Laurent, je te laisse passer la diapo, s'il te plaît. Juste pour finir, pour présenter nos prochains rendez-vous. Oui, Manu, c'est encore Stéphane. Ouais. Oui, Stéphane. Il y a possibilité d'avoir la présentation ou au moins les tableaux en fait sur papier ou par mail là. Oui, on va vous envoyer. Stéphane. On va vous envoyer ça. Ok, super. Merci. Pas de problème. Juste pour finir, donc on est le 22 mars, donc on a parlé des herbages betteraves. Et donc, prochain rendez-vous pour nos AgroConnect. Donc, un sujet aussi important, donc le mardi 12 avril, donc toujours à 13h30, hein, en format webinaire, où on parlera de l'impact et les évolutions sur les assolements au niveau des exploitations par rapport à la nouvelle PAC 2023-2027. Donc, on aura la chance d'accueillir quelqu'un de la Chambre d'agriculture qui nous parlera de cette nouvelle PAC. Et puis ensuite, les deux rendez-vous suivants avant l'été. Hein, donc, le 26 avril, on parlera CIF d'hiver et d'été, avec les différents leviers de production. Et puis, on clôturera ce premier semestre le mardi 31 mai, en vous parlant de couverts végétaux et l'intérêt de semer ces couverts avant la moisson. Voilà, merci à tous pour votre participation et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.